bonsoir à toutes et à tous. Très bien, on me dit qu'on est en ligne et que tout marche, donc désolé pour ce petit retard, on a eu un petit aléa du direct comme disent certains. Mais on est très très heureux et heureuse de vous recevoir sur le plateau. L'idée c'est évidemment donc d'avoir une émission un peu spéciale aujourd'hui et de prendre le temps de discuter avec les grévistes. Maintenant on ne dit plus les grévistes, on dit avec les victorieuses de l'Ibis Batignolles. Donc peut-être avant de commencer, avant de raconter un tout petit peu, je vais vous laisser vous présenter. Est-ce que tu veux commencer, Sylvie? Ok, moi c'est Madame Kimissa Esper Sylvie. Je suis femme de chambre à Ibis des Batignolles depuis 8 ans. D'accord. Rachel? Moi, c'est Keke Raissa Rachel, gouvernante à l'hôtel Ibis les Batignolles, ça me fait 17 ans. Et moi, c'est Tizeri Kandi, je suis animatrice syndicale à la CGT HPE. Très bien, merci encore d'avoir pris le temps de venir. Je sais que vous êtes très demandé ces derniers temps, c'est la bonne nouvelle, c'est que... si on est ce soir ici aussi, c'est depuis le vendredi 21 mai donc 2021, un protocole d'accord a enfin été signé entre la société Accor, en fait par le biais de la SNT, je vous demanderai un peu d'expliquer ça un peu plus tard, et la CGT HPE et les représentantes des femmes de chambre en lutte. Depuis le 17 juillet 2019, il n'y a pas d'erreur sur l'année, c'est 22 mois de lutte, dont 8 mois de grève totale, 14 mois et 5 jours de chômage partiel dû à la crise sanitaire, qui a été effectivement quelque chose, j'imagine aussi, d'un peu étonnant, disons, à gérer et difficile à gérer dans la grève. Une victoire, pour le coup, éclatante pour vous, pour toutes ces femmes et cet homme, si j'ai bien compris, qui ont tenu malgré tout et malgré tous les obstacles, et contre un groupe qui, par ailleurs, était réputé impossible à battre. Peut-être pour commencer, on peut prendre le temps d'expliquer juste rapidement un peu la situation dans l'hôtellerie et notamment avec l'exemple d'Ibis. C'est-à-dire, par exemple, vous étiez donc sous-traitante, vous l'êtes toujours, on en discutera. Vous travailliez pour SNT, qui est une boîte de sous-traitance. STN, pardon, excuse-moi. Peut-être vous pouvez expliquer quel était votre statut, est-ce qu'il y a combien vous êtes à travailler là-bas, est-ce qu'il y a des salariés du groupe Accor et des personnes qui travaillent pour la sous-traitance. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer à raconter un peu ça. Oui, nous, on travaille là-bas. En fait, nous sommes de la sous-traitance. Donc, l'hôtel Ibis, c'est la partie hébergement. La partie hébergement qui est sous-traitée. Tandis que dans l'hôtel, la réception, la cantine, la restauration, c'est pas sous-traité. Ça, c'est pour le groupe Accor, pour Ibis. Et c'est seulement la partie hébergement qui est sous-traitée. Donc, nous sommes sous-traités parce qu'on est de la partie hébergement. Donc, c'est là où le conflit a commencé parce qu'on n'a pas supporté l'inégalité du traitement. C'est là où ça s'est déclenché, en fait. Et c'est ça, parce qu'en fait, il y a des grosses différences, du coup, en termes de conditions de travail, entre d'un côté, donc les personnes employées par la sous-traitance. Combien vous étiez au début à travailler, d'ailleurs, à Ibis pour la sous-traitance? Mais je pense qu'on est plus de 44 femmes de chambre. D'accord. Et gouvernante, je pense que ça dépend. On peut être peut-être 8, ça dépend. Au total, si on va dire 60 personnes qui travaillent, qui est sous-traitée dans l'hôtel Ibis les Batignolles. Mais y compris, vous êtes sous-traitant, enfin vous travaillez pour de la sous-traitance, mais depuis très très longtemps. C'est ce que vous disiez, 8 ans et 17 ans, c'est ça? Oui, moi ça fait 17 ans, il y a des collègues signataires comme ça, elle ça fait 20 ans. D'accord. Et il y a d'autres, ça fait 10 ans, 8 ans. Et toujours sur le même hôtel? Et toujours sur le même hôtel, avec des différentes sociétés. Ouais. C'est-à-dire le groupe Accor, si il n'est pas le contrat par exemple de Elior fini, et il reprend une autre société pour sous-traiter encore. Donc, au lieu d'héberger, de prendre les salariés directement, ils préfèrent sous-traiter. Puisque le accord qui dit que j'ai appris que dans la grève, eux, ils ne savent pas faire les chambres, c'est pour ça qu'ils sous-traitent. Donc, nous qui savons faire les chambres, au lieu de nous prendre directement, ils préfèrent sous-traiter et puis s'attendre avec la sous-traitance pour pouvoir, comme je peux dire, faire de l'esclavagisme dans leur établissement. Et alors justement, c'était quoi les différences de traitement qui existaient entre vous et les salariés du groupe Accor? Et la différence du traitement qui existait, il y avait une grosse différence. Par exemple, nous, on n'avait pas prime de panier. D'accord. Voilà, par rapport aux salariés du groupe Accor. Ouais. Et on avait plein de choses
que eux, ils en avaient et nous, on n'en avait pas. Donc, actuellement, nous, on a pas mal eu beaucoup de choses. On a eu l'augmentation du salaire. On a eu, par exemple, nous, avant, les heures sub n'étaient pas payées et on faisait plus de chambres. Et les heures sub, il n'y avait pas de badges, donc on ne pouvait même pas contrôler les heures que tu fais. Donc, tu es payé à la limite que tu fasses 10, 15 heures, mais tu es payé à tes 6 heures qui est signé dans le contrat. Donc, c'est là d'où est venue la colère, parce qu'il y en avait, les filles faisaient 40 chambres, les filles faisaient 50 chambres, et la rémunération était de 6 heures de contrat. Et là, vraiment, on n'a pas réfléchi 2 fois, parce que l'égalité de la traitement, c'était l'accord. Eux, par exemple, les heures sont calculées correctement. Pour nous, c'était pas calculé. Et la prime de panier. Et tout ça là, nous, on a eu grâce à la grève. Là, maintenant, on a pratiquement au même niveau. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est ce que Sylvie a dit. Il y a la tenue que nous portons pour travailler. Et les salariés du groupe Accor, ils ont un principe dans l'hôtel où les vêtements sont nettoyés, repassés et tout. Et nous, c'est pas ça. Et on n'a pas le droit de manger dans la même restauration que eux. C'est-à-dire, nous, on nous a donné un petit, au 5e, un petit local où même 10 personnes ne peuvent pas contenir. Et on n'avait pas le droit, donc on avait lutté pour que l'inspection du travail passe pour nous autoriser à manger dans la restauration. Mais puisqu'ils n'étaient pas d'accord, donc c'était tout un problème parce qu'ils ne voulaient pas qu'on se mélange. C'est-à-dire les salariés du groupe Accor et la sous-traitance, ils ne voulaient pas de ménage dans l'établissement. Donc c'était tout ça, voilà. C'est vraiment un système en fait, qui s'est organisé effectivement à l'hôtel Ibis des Batignolles, qui peut aller effectivement jusqu'à la séparation physique entre les salariés. C'est-à-dire qu'on peut carrément parler d'une séparation totale en fait, entre salariés de l'hôtel et salariés de la sous-traitance. Ce que dit par exemple effectivement Rachel sur l'interdiction aux salariés de la sous-traitance d'aller déjeuner dans les mêmes endroits que les salariés de l'hôtel, le fait que les salariés de la sous-traitance n'aient pas une indemnité nourriture, qu'ils n'aient pas des tenues de travail correctes en fait, avec lesquelles ils peuvent travailler, qu'elles soient rémunérées non pas en temps de travail mais en nombre de chambres aussi, parce que ça aussi c'est aussi une réalité avec la cadence de 3 chambres et demie à l'heure minimum. Donc effectivement il y a un ensemble de pratiques où on voit clairement au-delà de la relation de travail une espèce de mépris pour les salariés, c'est-à-dire quand même ce droit que se sont octroyés les employeurs, à la fois le donneur d'ordre, parce qu'il y avait quand même, y compris une ingérence par la gouvernante générale de l'hôtel qui harcelait les salariés de la sous-traitance, et effectivement des interdictions, une situation sociale dans laquelle une précarité qui a été entretenue et par le donneur d'ordre et par le sous-traitant. Et aussi, il me semble qu'il y a un point aussi important que disait Rachel tout à l'heure, c'est qu'effectivement les sous-traitants se succédaient. C'est-à-dire que le contrat commercial était systématiquement renégocié par le groupe Accor, qui donc fixait les termes du contrat commercial entre lui et le sous-traitant. Et donc le sous-traitant, à chaque sous-traitant qui arrive, eh bien, il y a une réorganisation du travail. Il y a de nouvelles règles, une nouvelle cadence, de nouvelles pratiques. Et effectivement, c'est ce qu'on peut parler clairement de dumping social qui est organisé. Et c'est pour ça qu'effectivement, le dernier sous-traitant qui est arrivé, et là pour le coup c'était STN, les conditions de travail étaient devenues particulièrement lamentables. C'est-à-dire que la cadence est devenue plus lourde que d'habitude. C'est-à-dire que pour le coup, ce qui était jusque-là plus ou moins supportable est devenu réellement insupportable. C'est-à-dire que et effectivement, c'est ça qui a poussé les salariés à se révolter. Et effectivement, le point de départ du conflit de l'Ibis Batignolles, c'était la décision de STN organiser la mutation de 13 salariés, de 13 femmes de chambre qui étaient en restriction médicale. Donc plutôt que d'adapter le poste de travail aux nouvelles restrictions médicales, la société STN a préféré les muter sur d'autres sites pour leur imposer de nouvelles cadences, les mettre dans des hôtels où elles connaissent personne. Ce qui prouve quand même d'une certaine manière
quelque part le caractère systématique et systémique de la chose. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui se passait à l'hôtel Ibis des Batignolles n'était pas réservé malheureusement aux femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, mais existe malheureusement dans pas mal d'hôtels. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Est-ce que c'est symptomatique de comment ça se passe aujourd'hui dans l'hôtellerie, Tout à fait. y compris dans d'autres groupes éventuellement C'est-à-dire que ce qui se passait à l'hôtel Ibis des Batignolles se passe malheureusement dans beaucoup d'autres hôtels, y compris du groupe Accor. Par exemple, il y a le Suffren, le Mercure Suffren, le Pullman Tour Eiffel. C'est quand même des hôtels qui sont quand même réputés pour avoir des conditions pour des conditions de travail particulièrement lamentables, à tel point que le Mercure Suffren a été rebaptisé par les salariés le Mercure Souffrance. Oui. C'est quand même C'est dire, clair. hein, voilà. Et malheureusement, ça existe aussi dans beaucoup d'hôtels. On a pu le voir chez le groupe Hayat, avec une dénonciation des conditions de travail en 2013-2014, en fait, au Hayat Madeleine, au Hayat Vendôme. Chez le groupe Marriott aussi, en fait, on se rappelle de la mobilisation des salariés, notamment des femmes de chambre, en 2013-2014 au W Opéra, qui est malheureusement aujourd'hui fermé. Un martyr, j'ai envie de dire, du Covid, la crise Covid, voilà, qui était sacrifié littéralement par les employeurs. Mais chez Louvre Hôtel aussi, donc dans les hôtels Campanile, première classe, Golden Tulip, on a pu le voir dans la grève historique des femmes de chambre du Campanile et première classe du Pont de Suresnes, qui était quand même celle qui a ouvert la voie vers la fin de la sous-traitance dans l'hôtellerie. Il y a un film d'ailleurs là-dessus, en fait, on a grévé. Donc oui, malheureusement, ça existe dans beaucoup d'hôtels. Ce qui est quand même, par contre, à mon avis, réservé au groupe Accor, c'est quand même cette ténacité ou ce mépris quand même assez incroyable aux salariés de la sous-traitance et cette volonté, en gros, de pas du tout vouloir négocier avec les salariés. Donc c'est quand même un groupe qui est réputé pour avoir une division du dialogue social qui est quand même particulièrement détestable. Voilà, tout à fait. À tel point que voilà, la grève malheureusement des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles n'est pas la seule à avoir été longue comme ça, parce qu'il y a eu quand même la grève des femmes de chambre qu'on appelle la grève des femmes de chambre d'Arcade en 2002-2003 qui avait duré 13 mois. Donc voilà, c'est quand même un groupe qui a des pratiques détestables. Et c'est ce que j'allais demander, parce que du coup, on a en tête justement ces grèves à la fois emblématiques pour celles qui ont gagné, notamment Hayat, etc. Et en même temps, est-ce que vous, quand vous vous lancez dans la grève, vous avez la conscience, ou est-ce que vous êtes préparé à l'idée que ça peut durer longtemps, que ça peut durer très longtemps? Comment vous vous lancez dans cette grève, en fait? Mais comme on est parti en grève, c'est-à-dire quand STN a envoyé le courrier aux femmes de chambre qui étaient malades, qui étaient sur restriction maladie, donc on a essayé de se concerter parce que d'abord on était avec la CGT Propriété. Et moi, comme on m'avait nommé comme délégué, j'ai pris nos revendications. Je suis allé dans leur bureau à Guimauquet pour déposer les conditions de notre travail qui étaient très pénibles. Et j'ai vu derrière que la CGT Propriété est le salarié, est le complice de la société STN. Donc, ils ne nous ont pas aidés, ils ont essayé de jouer avec nous. Et comme ça, nous, on a dit, mais si on se laisse faire... voilà, si STN licencie, je ne sais pas comment je peux dire, mais si STN envoie les 13 personnes dans un autre établissement, ils vont encore revenir pour voir, parce que le travail des femmes de chambre détruit le corps. Et il y aura toujours encore des femmes qui vont tomber malades. Donc si on se laisse faire, il va prendre le goût de refaire encore. Donc, bon, comme on n'avait pas de syndicat sérieux, le syndicat qu'on avait été manipulé, mais comment on avait fait. Donc, c'est comme ça, mon collègue Traoré Aboubakar nous a parlé de la CGT-HPE. Et moi, franchement, j'ai dit encore la CGT, parce qu'on est déjà avec une CGT, encore la CGT. Est-ce qu'ils ne sont pas manipulés, tout ça? Et il a dit non, j'ai appris des échos que c'est un bon syndicat. J'ai dit ok, mais on va se donner une dernière chance et on va aller voir. Donc effectivement, je trouve avec Traoré Aboubakar, je trouve Claude Lévy, et j'ai pas connu, vu Tiziri qu'on dit, je trouve Claude Lévy, je lui explique, on parle. J'ai dit nous on a envie d'aller en grève parce que ce qui se passe en ce moment,
à l'hôtel Ibis des Batignolles est très grave. Ouais. Donc, c'est des professionnels, ils nous ont dit, Accor n'est pas facile. Ouais. Voilà. Ils Vous nous ont étiez dit, au courant. voilà, ils nous ont préparé à ça. Ouais. Accor n'est pas facile, ça peut durer un jour, ça peut durer 2 jours, ça peut faire une semaine, ça peut faire un mois, ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans, ça peut faire 3 ans. Mais de toutes les façons, ils nous ont dit, Accor n'était pas facile. Ouais. Donc, on s'attendait, Ouais. on savait, voilà, on s'attendait, on se disait que 1 an, 2 ans, un jour, voilà, on était déjà préparé à ça. Donc, c'est comme ça, ensemble, avec voilà, nos collègues, on a choisi de décider une date et puis le syndicat est venu, on essaie de voir tout le monde, voilà. Après, c'est vrai que nous, je tiens quand même à le préciser, Ouais. c'est assez important parce que ça fait quand même partie aussi du fonctionnement de notre syndicat. Une des premières choses qu'on avait dit aux camarades, c'est que nous, on partait pas en grève tant que les salariés n'étaient pas syndiqués. Pour nous, c'était quand même quelque chose d'assez important, et c'est quelque chose d'assez important. Tant qu'on n'a pas au minimum 50 à 60% des salariés d'une entreprise ou d'un établissement de syndiqués, en fait, vous ne pouvez pas partir en grève. Pour la simple et bonne raison que pour nous, l'acte de syndicalisation, c'est pas un acte anodin, mais c'est un acte fort qui dit quelque chose sur l'engagement et la préparation des camarades en fait à démarrer éventuellement un conflit ou pas. Parce que il suffit pas entre guillemets de partir en grève pour créer un collectif. Donc il était important effectivement que les camarades se syndiquent ou pas, hein, voilà. Et effectivement, très rapidement, quasiment tout le monde s'est syndiqué. Et en fait, du coup, ça te dit quand même quelque chose, ça te donne une idée sur à quel point les personnes veulent en découdre avec l'employeur. Et avant ça, vous étiez syndiqué? Enfin, du coup, toi, oui, tu étais syndiqué à la CGT Propreté, Sylvie? Mais en fait, dans notre site, tout le monde est syndiqué. D'accord, peu importe. façon. Moi, Ouais. j'étais EFO, l'autre CGT, l'autre CFDT. Mais personne, tout le monde est syndiqué. D'accord, C'est-à-dire ouais. qu'on connaît l'importance Bah oui. du syndicat. Mais sauf qu'il faut il faut avoir un banc. C'est ça le problème. Voilà, nous, on était syndiqués, mais c'était pas des C'était bancs. pas encore le droit. Voilà, il fallait avoir un banc. C'était des trous à rats. Chacun de nous avait son Ouais. truc, mais après, il fallait quand même qu'on se décide. Nous tous, et comme a dit ma collègue Rachel, et quand notre collègue Aboubakar est venu nous dire, comme lui c'est un AGIP recherche, et il a recherché, il a trouvé la CGT HPE, il est venu nous dire, mais vraiment, là, les filles n'ont pas hésité. Ils ont dit, mais moi, je suis là, mais c'est pas grave, tu laisses là, tu vas là-bas. Nous tous, on va aller là-bas. Donc, on se demandait, toi, tu es déjà parti? Oui, je me suis syndiquée. Aussitôt, la fille, on ne sait pas. Toi, c'est bon? Oui, moi, c'est bon. La fille est pas. Donc, de bouche à l'oreille, c'est parce que Ça, si on c'est pouvait, fait. voilà, si on pouvait faire ça comme ça, à l'œil nu, Oui. peut-être on allait avoir des sanctions, peut-être il allait avoir, Bien mais sûr. à l'œil comme ça, de bouche à l'oreille, on s'est syndiqué. Et une fois de plus, que le premier jour qu'on a fait la grève, on était quand même au nombre de 34. Eh oui. Il y avait 34 personnes. Donc ces Quasiment 34-là tout le étaient monde, syndiqués. Ouais. Voilà, quasiment la plus de la Sachant qu'on moitié. n'avait quoi. pas dit, en fait, ce qui est quand même assez sûr, enfin, c'est que très peu de gens savaient, très peu de copines savaient qu'on allait partir en grève. Parce qu'en fait, dans Oui. ce type de... Enfin, dans la sous-traitance hôtelière, j'ai envie de dire, c'est quand même particulièrement difficile. Parce que, comment dire, la société STN, c'est une société qui compte quand même 4500 salariés. Oui. Et sur les 4500 salariés, il y a, comment dire, il y a sur les contrats de travail, tu as une clause de mobilité. Donc l'employeur, si par exemple des salariés allaient partir en grève sur un site, il pouvait réorganiser le travail de manière à déplacer des salariés qui en temps normal travaillent sur d'autres sites pour remplacer légalement Ils pouvaient les briser personnes la grève grévistes. légalement. en Tout à fait, Ouais, mais c'est d'accord. parfaitement ça. Et donc, si tu veux, on avait, quand on a parlé avec les copines, on leur a dit tenez-vous prêtes, ça va être, enfin, on va bientôt partir, Ouais. Ouais. mais très peu de gens, très peu de Jusqu'au copines dernier jour. savaient, D'accord. voilà. Donc en gros, la consigne en fait qui était discutée. C'était quand les drapeaux arriveront devant l'hôtel, Voilà. tout le monde descend. C'était Descend, vraiment c'est ça ça. en fait. Hein. Ouais. Et effectivement, tout le monde, toutes les copines sont descendues ce jour-là et on a vu effectivement le ras-le-bol parce que moi, il y avait quand même une action très très forte qui m'avait marquée dans cette grève et c'est là où je savais qu'elles allaient vraiment rien lâcher. C'est que
au moment même où tout le monde est descendu, elles se sont toutes réunies et regroupées en cercle et elles ont décidé collectivement, comme première action de la grève, de rendre hommage à leur collègue qui a été violé dans l'établissement par l'ancien directeur de l'établissement. C'était le moment où j'ai appris que dans cet établissement, je l'avais pas du tout, on n'avait pas du tout parlé avant. Et je l'ai appris et j'étais bouleversée, secouée, choquée par cette information et par... j'avais compris pour le coup à ce moment-là. C'est là où j'avais vraiment compris, si vous voulez, si tu veux, l'ampleur de ce qu'elle subissait. Parce que j'avais vu des grèves, j'avais animé avec des copines, avec des camarades, d'autres grèves dans d'autres hôtels. Mais c'était quand même la première fois qu'on dénonçait des faits de cette gravité-là. On parlait de harcèlement sexuel, d'agression, mais de viol, pour moi, c'était quand même... voilà, on parle d'un crime, quoi, quand même. On ne parle pas de... Et c'était très très fort. Et c'est là où voilà, j'en avais parlé vraiment dans la minute avec Claude au téléphone. Je lui dis, il faut que tu viennes. Là, c'est quand même très très fort. Il faut absolument qu'on en discute. On a commencé à en parler rapidement, à prendre contact avec la copine en question. Voilà. Et c'était quelque chose qui avait été discuté ou ça s'est fait spontanément ce jour-là? Et ça s'est fait spontanément. Toi qui étais là. Oui, ça s'est vu parce que toi tu es... Mais ça s'est fait spontanément parce que quand on est sorti avec toute cette souffrance et avec le mal qu'Anne Marie nous faisait, c'est-à-dire la gouvernante du groupe Accord, avec le mépris qu'elle nous faisait, elle nous empêchait même de parler du problème de viol au sein de l'hôtel. Quand tu te caches, tu parles, elle marche sous ses pieds, elle écoute à la porte, qu'elle n'est pas contente, elle appelle la société STN. Et voilà, il t'envoie des courriers ou bien il t'appelle qui peut aller jusqu'au licenciement. Donc, on n'avait pas... quand on avait commencé à dénoncer, les gens disaient, mais pourquoi maintenant? Mais pourquoi maintenant? Parce que c'est maintenant qu'on est libre de parler. Bien sûr. Voilà, parce que, comme je dis, quand il y a des crimes, 10 ans après, les policiers mènent les enquêtes, mais même si c'est 20 ans après, on donne les... Voilà, on vient dire, c'est celui-là qui a vraiment tué. Donc, après, si c'est en 2017, c'est maintenant que les chaînes se sont coupées, c'est maintenant que nos bouches se sont, comment on appelle, déliées, et qu'on pouvait prendre cette occasion pour dénoncer, pour dire, malgré que vous nous méprisez, le directeur de l'hôtel Ibis des Batignolles profite du corps des femmes de chambre et il vient violer notre collègue sur le lieu du travail. Donc, c'est l'ancien directeur. Donc, si le directeur même de l'hôtel Ibis les Batignolles l'a fait, mais c'est pas les salariés de l'hôtel Ibis les Batignolles du groupe Accord. Parce qu'il y a d'autres salariés aussi qui partaient même derrière les femmes de chambre, dans les chambres, ou bien les suivaient derrière pour faire des choses. Voilà, donc c'est pour dire qu'on avait tellement subi ça, donc on avait cette colère pour dire, mais finalement, avec la sous-traitance, on n'est pas protégé. Donc il faut sortir pour dénoncer, pour qu'on soit internalisé, pour que le groupe Accord puisse nous protéger. Parce que notre collègue, elle n'a pas eu, elle ne lui a pas donné d'avocat. Le groupe Accord n'a pas pris d'avocat pour elle. Elle est restée toute seule. Personne ne l'a soutenue. Bon, demain, si ça arrive à une autre personne, mais qui va nous soutenir? Personne. Donc, on voulait être internalisé pour que demain, si cette agression arrive encore dans l'hôtel, on va être protégé par le groupe Accord qui a les moyens de pouvoir prendre des avocats pour nous. Donc, c'est dans ce but qu'on a essayé de... Voilà, c'est venu comme ça pour dire, bon, il faut le dire. Maintenant, on est libre, il faut le dénoncer. C'est comme ça qu'on a dénoncé. Du coup, je suis un peu... Tandis que, j'allais ajouter, le groupe Accord a pris au moins 3 ou 4 avocats pour le directeur. Voilà. Bien sûr. Et ils ont choisi quel côté effectivement. ils ont supporté. Quand tu vois qu'en fait, un ancien directeur d'établissement se permet quand même un crime comme ça dans l'établissement, sur le temps de travail, pendant les horaires de travail et sur le lieu de travail, tu te dis, mais en fait, le mec, il n'en est pas arrivé là comme ça. Il sait qu'il a une impunité. Tout à fait, il y a une impunité, il y a quand même un sentiment de puissance et la possibilité même de le faire, quoi. Et donc c'est vrai que l'affaire en ce moment elle est en cours d'instruction. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose qui est complètement bouleversant, quoi. Et du coup, parce que je voulais y venir, alors peut-être on pourra quand même y revenir plus tard et d'abord aborder des choses, mais notamment sur ça, c'est-à-dire que dès le début, votre grève, elle était aussi
j'imagine, mais même les conditions de travail, elles étaient aussi en plus dominées par le fait que j'imagine que la majorité des femmes racisées, en fait, au sein de l'hôtellerie, elles sont sur les postes non seulement de sous-traitants, mais les postes les moins payés, les plus précaires, et que ça, c'est quelque chose qui a vachement marqué la grève, j'ai l'impression. Et y compris dans les liens que vous avez pu créer, d'ailleurs, avec d'autres organisations, avec d'autres luttes. Je sais qu'on s'est croisés dans moult manifestations, et notamment souvent sur les 8 mars, sur les 25 novembre, sur les journées de lutte des droits des femmes. Et je sais aussi que vous avez notamment noué des liens plus particuliers avec les Rosies d'attaque. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est fait évidemment, enfin spontanément? Comment ça s'est mis en place, toutes ces questions? Est-ce que vous en avez discuté dès le début? Mais on n'a pas discuté. Les Rosies, on ne les connaissait pas, on a entendu parler, mais bon. C'est le syndicat, c'est-à-dire Tiziri, la puissante. Mais je le dis tout en. Voilà, tu n'as pas. Je suis obligée de le dire, qui est très efficace, qui est très forte dans la communication. Donc, c'est elle qui essaie d'organiser les choses. Pour nous amener, pour voir, pour découvrir les choses que j'ai envie de même ressembler là, voilà, que j'ai dit tout le temps, voilà, parce que je salue vraiment son courage. Donc, quand on a vu les Rosies, franchement, que je profite pour leur dire merci, parce qu'elles étaient quand même dans les actions avec nous, en train de danser avec nous, et elles ont même composé une chanson, voilà, pour nous. Donc, voilà, ça a aussi joué dans cette victoire. Donc, voilà, on ne savait pas, c'est la CGTHPE, comme je dis, le puissant syndicat qui organisait tout. Voilà. En fait, en vrai, nous, enfin, c'est un peu notre travail, quoi, je peux dire. Donc, effectivement, il y a tout un travail de communication qui a été fait, bien évidemment, en fait, autour des actions. Mais c'était pas... le plus important, c'était aussi de nouer des liens avec d'autres secteurs en lutte, en fait d'informer les collectifs, que ce soit effectivement les collectifs féministes, les collectifs LGBT, les collectifs, les organisations politiques, le NPA. Enfin, moi j'avais pas mal de camarades que j'appelais. En fait, quand on organisait une action, en fait on envoyait des communiqués de presse, des tracts, on créait des événements, des tweets, on contactait des journalistes, etc. Enfin, oui, on se faisait de visibilisation. Tout à fait, c'était important en fait. Et puis c'est vrai qu'on a eu quand même ce soutien, notamment des camarades féministes et LGBT, dès le début de la mobilisation. Parce que c'est vrai que quand tu démarres quand même une mobilisation où tu dénonces, y compris des faits de viol dans l'établissement, c'est vrai que oui, on a été tout de suite soutenus. Et d'ailleurs, je tiens particulièrement à remercier, à rendre hommage effectivement à nos camarades des Rosies, mais également à nos camarades du CLAC, qui ont organisé des événements en fait de soutien, y compris de soutien financier à la lutte, nos camarades de Femmes et Égalité, qui sont d'ailleurs de toutes nos luttes, les camarades du collectif féministe révolutionnaire en fait qui nous ont soutenus mais énormément, Louise en particulier en fait en nous faisant des portraits des grévistes, on a fait un carnet avec l'histoire de la lutte. Donc oui, en fait, j'en oublie très certainement, j'espère que personne ne m'en voudra, mais voilà, il y a énormément de collectifs féministes, des camarades, des groupes aussi antiracistes qui nous ont soutenus dès le départ, et c'est vrai que c'était ça aussi la force du collectif. Après, il y a eu aussi deux tournants importants à mon avis de la lutte. Le premier tournant, c'était le 5 décembre 2019, avec la première, la préparation de la mobilisation contre la réforme des retraites. Donc là, on a effectivement tissé des liens extrêmement forts avec des camarades d'autres secteurs, notamment les camarades de Monoprix, mais d'autres secteurs aussi de la SNCF, les camarades postiers, etc. Donc on a été vraiment pour le coup de toutes les manifs. Le soutien financier était vraiment énorme, parce que en fait pour moi c'est quelque chose d'assez important aussi à rappeler, parce que on fait pas une grève avec simplement de la solidarité. Enfin c'est bien la solidarité, la communication, etc. Mais il y a eu beaucoup de soutien financier. Il faut quand même rappeler que pendant cette grève, on a pu quand même collecter pas moins de 280 000 euros dans cette mobilisation. Plus de 200 000 euros ont été reversés
pour les grévistes pendant la grève, parce qu'on organisait y compris des rassemblements. On appelait à des rassemblements, on remettait des chèques aux camarades grévistes. Mais on a pu aussi, grâce à cet argent-là, organiser des événements. Payer les avocats pendant les procédures. Donc oui, une lutte, c'est aussi une gestion communicative, d'action, etc. Mais aussi une question financière, en fait, qui est vitale pour une lutte. Et alors justement, j'allais y venir, parce que alors il y a deux choses. Il y a la question de la solidarité, mais c'est vrai qu'en plus, on vous a vachement entendu là-dessus, et vous avez beaucoup rendu aussi à ceux qui vous ont aidé de ce point de vue-là. On vous a vu par ailleurs sur les piquets des autres grévistes, sur les autres luttes. Mais moi, ma question, c'est un peu, parce que souvent les gens se disent, bon, moi y compris, hein, mais 22 mois de grève, comment on fait ça en fait? Dans le sens... Il y a deux questions. Il y a la question effectivement de l'argent, comment on fait pour vivre avec 2 mois de grève, etc. Donc peut-être si jamais vous pouvez raconter un peu comment ça s'est déroulé, tu disais, et y compris comment ça s'organise la grève quand c'est aussi long que ça. Parce que voilà, moi, bon, souvent la grève en fait c'est quelques jours. Bon, les retraites, nous on a fait plus long. Mais on a des AG, on a 2 AG dans la semaine, on se retrouve, etc. Et puis entre-temps, bah, parfois tu fais je sais pas, des actions, parfois il y a des manifestations, mais qu'est-ce qui se passe sur 2 mois de grève, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous étiez organisé aussi? Est-ce que vous vous voyez régulièrement? Et puis du coup, qu'est-ce que le Covid aussi, éventuellement, il a pu changer là-dedans? Parce que c'est vrai, quand la période du mouvement des retraites, où on se voyait tous les jours dans la rue, et la période du Covid, où tout le monde était isolé chez soi, qu'est-ce qui s'est passé sur la grève, quoi? Est-ce que ça a mis entre parenthèses la grève ou pas totalement? Oui, moi je peux dire que ça a mis entre parenthèses la grève, parce que là on s'est dit, bon, il y a maintenant le Covid, qu'est-ce qui va se passer, puisque maintenant chacun est confiné chez soi, est-ce que le groupe Accord va prendre conscience de ça? Mais nous, dans tout ça, en fait, la grève, on était déjà déterminés, voilà, et c'est notre détermination aussi qui nous a menés jusqu'au bout, parce que on se disait, on est en grève, on ne peut que monter tant qu'on gagne. Si on ne gagne pas, on ne monte pas. Donc les AG, en fait, c'était automatique. Donc nous, ce n'est pas qu'on se rencontre, on fait les AG. Non. Demain, on sait que demain, on va revenir. Tant qu'on ne nous a pas répondu, il y a toujours les AG. Quoi. Donc les AG, c'est systématique. Quoi. Donc c'est là, voilà. Vous partez, vous savez que demain, vous allez revenir sur le piquet. Et au moment où il y a eu le confinement, on s'est confiné, oui. Le premier confinement, oui, on s'est confiné. Voilà, on a respecté tout le monde, comme tout le monde, mais c'était les téléphones. Mais pour le deuxième confinement, quand même, on s'est dit, mais non, on ne peut plus... il y avait les attestations. Tu coches, tu vas au travail, mais tu vas à la grève. Voilà, on ne faisait pas le piquet, mais on faisait les occupations, on faisait des actions. Voilà, on faisait les actions. Ça ne pouvait pas nous interdire. Le premier confinement, oui, on était chacun chez soi, mais après le deuxième, on a essayé de mettre un peu le paquet, de reprendre. Voilà, et c'est tout ça qui faisait notre force. Voilà, c'est tout ça qui faisait notre force. On s'appelait, il n'y avait pas d'hésitation. Quand on nous donne déjà le plan que demain ou bien mardi, on va aller à tel hôtel. Il y a pas. Et puis nous, on a créé. Après un moment, on s'est dit bon, on a fait notre groupe WhatsApp spécial gréviste. Voilà, spécial gréviste. Et donc, on avait des communiqués comme ça, au lieu de passer par voie de WhatsApp, parce qu'on avait compris qu'il y avait les gens qui nous ont voulu du mal. Et on a créé ce lien. Et on appelait les filles, on lance, au lieu d'appeler, souvent tu ne trouves pas. Ah non, j'avais oublié le téléphone dans le sac. Tout le monde est sur WhatsApp, on sait. Alors, tout le monde est sur WhatsApp. Et là, on mettait le... Vous organisez les trucs. On laisse le message et le lendemain, tu les vois. Voilà. On dit... Beaucoup de discipline, en fait, dans une mobilisation. C'est pas... Beaucoup de discipline, exactement. En fait, ça peut paraître un peu... C'est du boulot. Un peu banal. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est vraiment beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation. En fait, nous, on était quand même assez clair avec les femmes de chambre dès le début, Rachel. On part chez Contre-Accord, c'est pas une tâche facile. Après, c'est vrai que il y a quand même ce truc-là où, dans toutes les mobilisations que j'ai eu à animer, dans toutes les grèves que j'ai eu à soutenir directement avec le syndicat CGT-HPE, nous, en fait, on part pas avec l'idée
on va faire la grève et puis après on va la reconduire. Non, en fait, la grève est reconductible jusqu'à la victoire. C'est vraiment ça en fait l'idée. La grève, dès lors que tu descends, elle est reconductible. Jusqu'à la victoire. De fait. Et en fait, les assemblées générales, il faut dire ce qu'il en est aussi. L'assemblée générale, c'était souvent quand on voulait organiser des gros trucs, ou quand il y avait aussi des tensions. Tout à fait, ou quand il y avait des tensions. Des grosses discussions. Des grosses discussions, des grosses tensions, d'essayer de détendre un peu, de descendre un peu par terre. Tu fais pas 22 mois sur un piquet, tu les fais pas. Ah oui, voilà. ah oui. Et parfois, effectivement, comme le disait Sylvie, t'en as qui peuvent profiter des tensions internes Effectivement. pour essayer de briser une grève. Effectivement, donc en fait, c'est tout ça. Après, c'est toi et comment tu vois l'organisation. Si tu veux construire quelque chose, tu essayes de tout redescendre et de partir sur de bonnes bases. Si tu veux foutre en l'air tout, c'est facile aussi. Tout à fait, ah oui. Donc c'est beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation, beaucoup de travail. Et par contre, justement sur la question du Covid, c'est vrai qu'on a quand même réussi un joli coup. C'est la veille du confinement. Entre nous, c'est bon. Voilà, non mais c'est la veille du confinement et c'est vrai qu'en fait, voilà, on parle encore de la question financière. Ah oui. On se disait là, ils vont annoncer le confinement, c'était sur toutes les lèvres. Ouais. Et on se disait, mais comment on va tenir? Enfin, parce que la caisse, c'est bien, il y a de l'argent, mais il n'y a pas non plus infiniment, indéfiniment. Surtout si plus personne n'est dehors, voilà, il n'y a plus moyen réellement de faire des piquets. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a appelé toutes les femmes de chambre à venir sur le piquet pour discuter collectivement, parce que moi et Claude, pour le coup, on ne pouvait pas prendre la décision tout seul. Enfin, c'est pas pensable. Ah ben oui. On s'est fait traiter d'ailleurs d'irresponsable et j'en passe. Et donc on a tenu cette assemblée et on a fait aux copines la proposition de suspendre la grève. C'est-à-dire d'envoyer un courrier recommandé à l'employeur pour dire on a décidé de reprendre le travail. Alors que l'hôtel allait fermer. Tout le monde le savait en fait. Objectivement, il n'était plus possible de reprendre le travail. Donc on a écrit à l'employeur et en gros, lui, s'il te disait OK, eh bien en fait, il avait deux options. Soit il te met en chômage partiel, soit il reprend le paiement de ton salaire. Mais concrètement, il ne pouvait plus te faire travailler parce que l'hôtel est fermé. Il était complètement fermé, donc c'était assez drôle. Donc ils ont dit OK, nous avons pris acte de votre truc et donc en vous mettant en chômage partiel. Et d'ailleurs, pour la petite blague, en septembre, en voyant effectivement, comme l'a dit Sylvie tout à l'heure, qu'après le deuxième confinement, on a continué à faire des actions, des happenings dans les hôtels, parce que le collectif était déjà là. Il y avait le groupe WhatsApp, il y avait les discussions, le collectif était déjà soudé. Et donc les actions après le confinement ont repris. Et donc ils se disaient, mais merde, en fait je suis en train de les payer avec des actions. Donc non, c'est plus moyen. Donc en mois de septembre, les copines, que les grévistes d'ailleurs, avaient reçu des courriers recommandés, vous allez reprendre le travail. Sauf que nous, en fait, on a regardé le taux d'activité de l'hôtel, il était de 10%. Genre tu peux pas faire reprendre le travail à 20 personnes, alors que le taux d'occupation était de 10%. Et en plus, pourquoi sur 60 salariés, tu fais reprendre le travail bizarrement qu'aux personnes qui étaient en grève? Donc on a mis 20 dossiers au prud'homme référé, discrimination syndicale. Et donc, il avait deux options. Soit il allait être condamné à plus long terme, mais de fait, soit aller remettre en plan le chômage partiel. Donc, il les a remis en chômage partiel. Ça, c'était déjà un premier bras de fer important. Ça, pour le coup, pour dire quand même quelque chose d'assez important, à mon avis, c'est la question aussi de l'outil juridique au service de la lutte. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il fallait réfléchir. Et c'est là où je pense que c'est important de mettre aussi à contribution les camarades qui ont une expérience juridique, en l'occurrence notamment Claude en fait, qui a fait quand même 35 ans de défense syndicale, qui a réfléchi effectivement à toutes ces questions-là. En fait, on avait discuté ensemble, on avait discuté avec Rachel, on avait discuté avec Sylvie, chacun en fait a été vraiment mis à contribution dans une réflexion collective. Voilà. Et effectivement, quand la proposition a mûri, elle a été soumise au collectif. Évidemment, parce qu'on ne pouvait pas se permettre, chacun de notre côté, de prendre une telle décision importante. Et effectivement, les copines l'ont validé. Et franchement, c'était quand même un moment
très important de basculement quand même, y compris dans le rapport de force, j'imagine. Y compris dans le rapport de force. Rachel, du coup, pour continuer là-dessus, je voulais te demander, alors, il y a deux trucs, par rapport justement à la direction, peut-être est-ce que tu peux nous expliquer, c'était quoi les relations avec la direction, et puis, alors, parce qu'il y a les différents niveaux de direction, il y a la direction locale, y compris la gouvernante en chef dont vous avez parlé. C'était quoi les relations? Et avec les autres collègues aussi? Est-ce que vous étiez en bon terme avec les collègues? Parce que bon, 22 mois de grève... Avec les collègues de notre collègue, les collègues, les gens qui étaient du groupe Accord, qui étaient sur l'Ibis Batignolles. Ceux qui n'ont pas fait la grève, là. Notamment, non, mais parce que parfois, c'est des choses qui sont un peu compliquées. Et après, l'autre question, c'est sur le grand chef d'Accord, Monsieur Bazin. On tient sa cravate. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais je lui dis, je répète toujours, je l'ai dit sur Africa Mediapart pour dire Sébastien Bazin, on ne lâchera pas ta cravate tant qu'on n'a pas les meilleures conditions de travail. Mais là, on l'a lâché sa cravate un tout petit peu parce qu'il reste l'internalisation. Voilà. Mais justement, c'était par rapport à ça, parce qu'en fait, pour le coup, lui, il est sorti du silence et il a commencé à passer à la télé, je m'en souviens, à une époque, dans les médias, en disant... en fait, le problème, c'est qu'elles veulent pas me négocier, quoi. Non, c'est pire. C'est le syndicat. Que le syndicat, bien sûr, ne veut pas négocier. Ça, on a entendu partout. Mais vous savez que c'est... Comment je peux dire? C'est milliardaires... quand ils parlent, ils pensent que voilà, tout ce qu'ils disent, les gens pensent que comme ils ont de l'argent, voilà, c'est de là, ils sont là, ils méprisent les gens, et ils écrasent les gens. Mais Sébastien Bazin, je sais que dans sa vie, il est tombé sur des femmes fortes, comme j'ai dit, et devant nous, les femmes fortes, il n'y a rien. Voilà. On lui a montré que malgré ses millions, malgré l'argent qu'il a, mais voilà, on a tenu sa cravate, il pouvait même pas mettre sa cravate jusqu'au bout. Donc, voilà. Les autres salariés du groupe Accord, il y a c'est-à-dire en fait, quand nous on travaille avec les autres salariés du groupe Accord, c'est comme si nous, on était des salariés du groupe Accord. Parce qu'ils nous donnaient des ordres. Oui, tu viens là, n'est pas nettoyé, et tu peux aller voir une chambre. Est-ce que tu peux aller voir une chambre? C'est-à-dire, on faisait le travail à leur place. On faisait le travail à leur place. Donc, c'est pour ça qu'on dit à Sébastien Bazin de nous internaliser. Donc, il n'a jamais, on est allé devant son siège peut-être 3 à 4 fois, il ne nous a jamais reçus. Il n'a jamais reçu notre syndicat pour dire, ça fait quand même 3 fois, 4 fois, les femmes de chambre viennent toujours devant mon siège pour dire, on veut discuter avec toi. Et il n'a jamais fait. Donc, comme un grand monsieur vient comme ça sur les radios pour venir raconter des mensonges, mais c'est une honte. Parce que nous, on lui a donné sa réponse. Moi, je lui ai dit qu'il arrête de dire du n'importe quoi et qu'il arrête de mentir. Parce que le mensonge ne passe pas. Voilà, parce qu'il en tête de lui, c'est pas parce que nous sommes des femmes racisées qu'on n'a pas nos droits. On lui a prouvé qu'on a nos droits et que malgré qu'il a l'argent, voilà, on l'a piétiné, on l'a renversé. Et on continuera de le renverser parce qu'on n'a pas encore fini avec lui. On sera là pour vous aider à le piétiner, j'espère. Vous voyez quand même un petit peu le niveau de manipulation que je peux exercer sur ces femmes. Toujours. C'est pour ça qu'on t'a mis un peu derrière, d'ailleurs, comme ça, dans l'ombre. Peut-être, alors 2 autres questions, parce qu'on va avancer vers la fin, parce qu'après il est tard et tout le monde est fatigué, surtout vous, j'imagine. Mais deux autres questions, à mon avis, un peu importantes, sur la question, pour revenir sur la question des syndicats. Pour moi, il y a 2 questions, vous voyez qui veut répondre à quoi. Moi, la première, c'est celle qui fâche, disons. C'est en fait là on commence à entendre parler de vous, y compris même à France 3, voilà. Y compris à CNews en fait et Sud Radio, genre c'est te dire un peu. C'est dire, ok, donc même à la droite et à l'extrême droite. mais bon, je veux dire, vous avez tout fait pour être visible, présente, etc. Mais en fait c'est vrai qu'on n'a pas tant entendu parler de cette lutte que ça, que on peut dire qu'il y a eu un déficit de soutien en fait de la part des organisations syndicales. Faudrait discuter, est-ce que c'était la même chose avec toutes et en fait, a fortiori de la CGT, voilà, vous avez regretté plusieurs reprises publiquement que Martinez soit pas venu sur le piquet, parce que alors c'était quand même... interpellé, hein. Oui, plusieurs fois. Ouais. Est-ce que, enfin voilà, donc c'était pour revenir un peu là-dessus, comment vous l'avez vécu, comment vous le comprenez aussi. Et l'autre question, c'est un peu... est-ce que vous aviez des liens par ailleurs avec d'autres syndicats? Par exemple, on sait que dans la question de la sous-traitance dans l'hôtellerie-restauration, la CNT elle est très présente. CNTSO, oui. Ouais, voilà, la CNTSO. Voilà, donc c'était pour poser un peu des questions là-dessus. Moi, je voulais rebondir un peu sur pour Martinez et puis après... Ouais. Comme je dis, Martinez, franchement, moi je dis,
il a une grosse honte. Je le dis parce que il a joué avec nous, en fait. Il s'est foutu de nous. Parce qu'on était allé le voir, on était au siège de la CGT à Montreuil. Juste à côté. Voilà, où on est allé le voir. C'était au cours d'un restaurant, on devait manger, il était midi. Il a pris son plateau et ma collègue Sylvie et moi, on l'a chopé. On a dit, mais Martinez est là, il faut qu'on lui parle. Par la cravate. Voilà. Il n'a pas la cravate. Non, sauf que le jour-là, il n'avait pas de cravate. Non, il avait Non, que sa moustache. Bon, ouais. Sylvie a pris l'autre côté, moi j'ai pris l'autre côté, on a tiré, on l'accompagne sur la table pour manger. On lui a dit, moi je lui ai dit, Monsieur Martinez, ça fait quand même longtemps que nous sommes en grève. C'est bizarre qu'on ne vous voit pas sur le piquet de grève. Pourtant, on est syndiqué à la CGT. Même si c'est la CGTHP, même si c'est n'importe... Du fait que c'est CGT, c'est Martinez on voit. Donc c'est bizarre que vous ne venez pas. Et il me dit, il y a trop d'histoires, il y a que je ne peux pas parler avec votre syndicat, que j'aimerais parler seulement avec vous. Et Sylvie et moi, on a vraiment parlé. Et c'était laissez-moi 15 jours, je vais revenir vers vous. Et on allait jusqu'à dans son bureau, il nous a montré son bureau, il nous a un peu flatté avec son bureau et tout. Et après, je ne sais pas, les 15 jours arrivent, effectivement, il appelle. Non, ce n'est pas lui qui appelle, c'est Kalgazi qui m'appelle. Pour me dire, Rachel... de l'UD de Paris. Voilà, de l'UD de Paris. Non, c'est lui. Kalgazi qui m'appelle. C'est Kalgazi qui m'appelle, c'est Martinez qui m'a donné votre numéro de téléphone et que je vais vous croiser pour discuter. Et moi, je lui ai dit, c'est bizarre, pourquoi c'est... Voilà, je vais discuter avec vous seul. Et moi, automatiquement, j'appelle Sylvie. Et après, j'appelle mes syndicats qui sont la CGTHP, Claude Lévier-Tiziri. Et après, on se concerte entre nous. Et après, je le rappelle. Je lui dis, mais vous voulez discuter avec moi et je vais venir avec Sylvie et mes syndicats. Et il m'a dit non. Il dit, je vais vous voir. Juste vous. Juste vous, pas le syndicat. Et moi, je lui dis, mais monsieur, vous ne pouvez pas nous voir et mettre de côté ceux qui sont en train de nous aider. C'est injuste, ça ne se fait pas. Voilà, il a dit, mais si c'est pas ça, rien. D'accord, ouais. Voilà, donc moi, franchement, le syndicalisme, c'est décevant. Parce qu'on a été beaucoup attaqués. Et ceux qui nous attaquaient, l'UD de Paris, c'est-à-dire le syndicaliste qui doit défendre les salariés qui sont dans la précarité, dans l'esclavagisme, qui sont autant corrompus et qui attaquent les syndicats qui veulent faire leur travail. Ça, c'est vraiment décevant. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on souffre, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux parce que, comme j'ai dit, c'est ça, j'ai dit, si il y a le syndicat sérieux comme la CGTHP, je pense que dans la France, il n'aura pas à avoir des salariés qui sont, comment on appelle ça, maltraités comme ça. Parce que si c'est un syndicaliste sérieux, par exemple la CGT Propriété, ça même c'est l'UD de Paris, je ne sais pas, mais la CGT Propriété, c'est la pourriture. C'est une grosse merde, comme je dis. C'est la pourriture, c'est-à-dire... on pèse le mot. Voilà, moi je le dis et je l'assume. Parce qu'on a vu toute la souffrance avec eux. C'est eux qui nous enfoncent au contraire. Discrimination. C'est eux qui font même que... Ils sont à la base même des licenciements. Qu'on licencie même les salariés. Que la société licencie. Comment un syndicaliste, où les salariés vont c'est-à-dire se confier pour qu'on puisse les défendre. Mais la société prend des gens de ménage, des femmes de ménage pour nettoyer leurs bureaux. Mais comment est-ce qu'ils peuvent défendre ces salariés? C'est-à-dire qu'ils prennent les sous. C'est-à-dire qu'on va payer par mois, on nous prend des sous. Et en retour, on nous tape sur le dos. C'est-à-dire déjà, on a un salaire qui n'est pas bon. C'est-à-dire 800 €, ils prennent dedans. Ce syndic, ils prennent dedans. Et derrière, ils nous tapent dessus. Mais ça, ces gens de syndicats-là même doivent aller en prison. Non mais la CGT Propriété... c'est une pourriture. C'est quand même effectivement une histoire révoltante et triste en fait. Parce qu'effectivement c'est un syndicat qui est malheureusement protégé à l'intérieur de la CGT, qui est donc affilié au syndicat des ports et docks, qui effectivement négocie les pires accords. Donc comme le disaient tout à l'heure les copines, quand on est parti en grève, on était quand même à... Enfin il y avait quand même au moins 34
salariés qui étaient mobilisés. On a quand même fini la grève à 20. Et pendant les premières semaines de la mobilisation de la grève, il y avait quand même, le syndicat CGT Propreté, dont les délégués venaient sur le piquet pour faire reprendre le travail aux salariés, pour les menacer, pour briser la grève. Ça allait jusqu'à appeler les maris des femmes de chambre pour qu'ils fassent reprendre le travail à leurs femmes. Donc ça allait vraiment très 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 loin. Et effectivement, comme ils ont vu à la fin, après 2-3 mois, qu'ils n'allaient pas réussir à faire reprendre le travail à tout le monde, ils ont effectivement lâché l'affaire. Mais malheureusement, à ce moment-là, j'ai envie de dire, un autre type de pratique détestable avait commencé. Et là, c'est là où on a vu effectivement l'entrée en jeu de l'UD CGT de Paris, qui a quand même commencé par une première attaque directement, enfin en me visant moi personnellement et Claude Lévy, en nous retirant nos mandats de défenseurs syndicaux sans aucune raison. C'est-à-dire que la CE de l'UD de Paris n'avait même pas de dossier. En fait, elle n'avait même pas consulté un dossier. Effectivement, il a été dit à la CE de l'UD de Paris qu'un dossier était consultable uniquement sur demande, voilà. Bref, donc effectivement, il y avait quand même tout ça, il y avait quand même des accusations de manipulation des femmes de chambre, c'est-à-dire qu'il y a un mépris. Si ces femmes de chambre sont autant radicalisées, c'est qu'elles ne peuvent pas décider toutes seules, voilà, bien évidemment. On était allé jusqu'à quand même nous raconter des grosses saloperies sur notre dos, des attaques personnelles en fait dans le Parisien, un 13 novembre, un bon vendredi 13 novembre. Voilà, donc effectivement on a vraiment tout reçu. Et je pense par contre, et je tiens à le dire, la plus grosse, pour le coup, déception et manœuvre qui a été faite, c'est quand même la manœuvre de l'UD de Paris et pour le coup de Carole Gazi envers l'inspection du travail pour essayer d'empêcher qu'il y ait une médiation. La médiation, Voilà, ça c'est crade quand même. Ça c'est vraiment, vraiment crade. Et ça c'est vraiment indispensable de le dénoncer aujourd'hui à l'intérieur de la CGT, parce qu'effectivement Martinez, qui n'a pas eu le courage même si j'ai rien contre Martinez à titre personnel, mais c'est juste la Confédération, aucun membre confédéral n'a daigné venir sur le piquet de grève, alors qu'effectivement les femmes de chambre étaient mobilisées et qu'elles payaient leurs cotisations à l'intérieur de la CGT. Ça c'est honteux. Je suis désolée, je sais que c'est... Mais du coup, on avance vers la dernière partie. Je pense que c'était important d'avoir cet espace quand même pour en discuter, évidemment, parce que c'est une des données aussi de cette grève. Donc sur la fin, alors on a déjà annoncé avec plaisir plusieurs fois, il y a votre vidéo qui est en ligne sur ce que vous avez gagné concrètement. En plus, on en a parlé au début. Mais moi, j'avais quand même quelques questions sur la suite, en dehors de, encore une fois, vous dire félicitations, évidemment. Merci. Alors, j'avais ma question, parce que pour le coup, comment on reprend le travail après une lutte de 22 mois, j'avoue? Quel jour vous revenez? Comment vous allez faire? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est... Mais moi, franchement, qu'est-ce qui va changer, quoi? Mais je sais que je vais monter avec fierté déjà. Le respect, ça va changer. Les manipulations vont changer. La peur sera dans leur camp. Parce qu'ils se diront, maintenant, il faut faire très attention. Et franchement, je veux vraiment que les activités reprennent vite. Parce que quand même, 22 mois dehors, j'ai plus la notion du travail. J'imagine. On a la notion sur le canapé, quoi. C'est pas vrai, vous étiez toujours dehors. Voilà, si le canapé après manger du tchèp. Quand est-ce que le travail va reprendre comme ça, voilà. Bon, franchement, on est fiers de nous. Et je profite vraiment pour remercier toutes mes collègues qui ont vraiment tenu cette lutte-là. Et je profite toujours encore pour remercier Claude Lévy et Tiziri Kandi qui ont été toujours à notre côté. Et nous aussi, on se disait qu'il ne faut pas leur rabaisser, il faut leur donner leur dignité. Et ça nous donnait le courage de pouvoir tenir pour les honorer. C'est vraiment la grève à ne pas perdre. Ouais, clairement. C'était clairement, non mais sérieusement, c'était clairement la grève à ne pas perdre. Tout le monde nous attendait. Voilà, on était attaqués de partout. On nous guettait comme ça là. On était attaqués partout. Même nos collègues qui n'ont pas fait la grève. Des moqueries de nous disaient qu'on va mourir sur le froid. Le froid va nous tuer, vont périr, n'auront rien. On était vraiment attaqués de partout. Mais là, on vient avec une grosse victoire. Mais je pense qu'il y a d'autres qui vont quitter l'hôtel. Mais parce que nous, on n'a pas de problème. Nous, on monte seulement avec la victoire. On amène le plateau dont on les donne. Mais prenez et mangez. Oui, parce que la victoire, c'est pour les grévistes.
mais pour l'ensemble des salariés qui travaillent sur le site aussi. Voilà. Et toi, Sylvie, comment tu vas reprendre le travail? Je vais reprendre le travail, disons, avec dignité. Ouais. Voilà, parce que là, on a sorti la tête de l'eau. On voulait nous enfoncer dans l'eau. Là, on est sorti avec, donc on va prendre le travail avec les honneurs, avec la dignité, avec la fierté. Ouais. On a même hâte de reprendre vite le travail pour voir un peu mes chambres, comment ça y est, voilà. Pour regarder un peu s'ils ont bien nettoyé mes chambres parce que, voilà. Et surtout qu'on m'a baissé la cadence, donc là je vais travailler dans la tranquillité, dans la sérénité, et j'ai hâte de reprendre le travail. On va plus travailler selon le nombre de chambres, hein. Le nombre d'heures, s'il te plaît. Le nombre d'heures. Donc quand ton heure arrive, il y a la pointeuse. Voilà, quand ton heure arrive, tu dis à la gouvernance générale, il est l'heure pour moi, je pars. Là maintenant c'est carré quoi. C'est carré. Et les femmes, devant les braves femmes, il n'y a rien devant. Et juste dernière question pour le coup sur les perspectives, parce qu'il reste quand même, donc vous l'avez dit, la question de l'internalisation, même si techniquement maintenant le statut, enfin pas le statut justement, mais les conditions de travail, voilà, il y a une égalité de traitement, il reste la question de l'internalisation. Et moi, ma question, c'était, est-ce que vous avez déjà un peu en tête ces questions-là? Est-ce que, moi, je me dis pas de relancer dans une grève tout de suite. Ah non. Et puis aussi, la question, comment cette lutte-là, vous pensez que cette lutte-là, elle va être un point d'appui? Comment elle peut servir à d'autres travailleuses, d'autres travailleurs, justement, dans d'autres hôtels, éventuellement dans le groupe Accor? Est-ce que, voilà, c'est des trucs que vous avez déjà en tête ou pour l'instant, c'est... Moi, comme je disais à M. Sébastien Bazin, notre lutte, c'est lui le PDG du groupe Accor, qu'il arrête en fait, quand il signe le contrat avec la sous-traitance, qu'il pense un peu au moment qu'il travaille dans son établissement. Parce que dans cette grève-là, on a compris qu'ils sont beaucoup complices. Ils sont beaucoup complices. Ils dirigent tout. Ouais. Donc, comme je disais, quand je dors, je dis, mais nous sommes dans des quartiers, nos enfants, qui vont, on dit aujourd'hui, on leur dit, ils volent la drogue, ils se battent avec la police. Mais la source de ce problème vient des riches, c'est-à-dire qui rabaissent leur maman, qui exploitent leur maman, qui n'ont pas les moyens de pouvoir leur donner ce que les enfants font, les enfants veulent. Par exemple, un enfant qui veut une chaussure de 150 €. Tu vas travailler, tu as 1000 €, tu as 800 €. Tu as le loyer à payer. Tu as l'électricité, tu as la nourriture. Mais comment est-ce que tu peux payer une chaussure de 150 € pour donner à l'enfant, puisque à la base, à la racine, le patron t'exploite. Il ne te donne pas exactement ce qu'il faut. Et quand l'enfant voit qu'il est envieux, il voit son ami porter ça, il va faire des bêtises. On dit non, comment on appelle les enfants, on te coupe la CAF. Non, les enfants, ils font des bêtises. Les quartiers sont précaires. Mais la base de leur problème, c'est les riches. C'est leur manipulation, leurs exploitations, les esclavagistes qu'ils font. C'est pas parce qu'on est noir, qu'on quitte chez nous, on vient ici, qu'il faut vraiment, c'est-à-dire, nous exploiter jusqu'aux os et mettre nos enfants dans la merde, dans des prisons et tout. Et ça, c'est pas normal. Il faut qu'ils essaient de revoir ce truc-là. Donc, notre lutte doit donner l'exemple aux autres mères de famille, aux pères de famille, c'est-à-dire ceux qui sont dans les restaurants, ceux qui sont dans les bâtiments, ceux qui sont sous-traités, de pouvoir nous trouver des solutions. Il faut que ça soit un débat politique pour les politiciens, parce que dans un an, c'est les élections. Il faut que ça soit vraiment un vrai débat. Parce qu'on est en France, on a nos droits. Il ne faut pas bafouer nos droits. Il faut nous donner nos droits. Aujourd'hui, on a quand même une augmentation des salaires de 250 à 500 €. Aujourd'hui, si j'ai 1800, mes enfants ne vont pas traîner dans la rue. Ils ne vont pas aller vendre les drogues. Ils ne vont pas aller courir avec les policiers. Il faut qu'ils arrêtent leurs exploitations avec les femmes noires qui sont là et qui donnent des papiers aux sans-papiers, qui demandent pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Au lieu de laisser les pauvres gens aller devant les préfectures, chanter, taper pour qu'ils puissent être régularisés. Il faut que ça soit vraiment un débat. C'est très important pour nous, parce qu'en France, on dit que c'est un pays de droit et d'égalité. Donc tout le monde doit être égaux. Moi, par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est la France qui a colonisé la Côte d'Ivoire. On parle que le français. Donc si je viens en France, je suis française. Donc je dois être pareil que les Français. On doit avoir le même droit. Ne pas nous exploiter. Là, cette lutte, ce combat-là, on va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, il faut que les gens qui sont exploités sortent. Exactement. Il faut qu'ils sortent pour dire stop. C'est comme ça que ça peut s'arrêter. Et c'est en parlant, en dénonçant. Parce qu'il ne faut pas cacher, c'est en dénonçant que ça peut être un débat pour que les gens puissent nous trouver une solution. Comme Assa Traoré a dénoncé ce que faisait la police. Mais aujourd'hui, même si les policiers font, mais ils font beaucoup plus attention. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qu'elle a dénoncés. Donc c'est la même chose avec les femmes de chambre et tous ceux qui sont exploités en France. Merci.
Avec plaisir. Si, peut-être, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Oui, il y a une bonne nouvelle. Toujours des bonnes nouvelles à la CGTHP. Vous venez toujours avec des bonnes nouvelles. Ah, mais oui. Enfin, pas pendant 2 ans, mais. Ouais, voilà. Non, mais, Maintenant, oui. non, mais en fait, je suis entièrement d'accord avec Rachel, enfin, mais vraiment sur tout ce qu'elle a dit. Et il y a un point qui me semble effectivement important, c'est que je sais pas si vous avez... Il y a une des interventions de Sébastien Bazin sur BFM Business dans laquelle il dit il va falloir que effectivement au niveau de notre groupe, on revalorise les salaires de base et on revoit les conditions de travail et de salaire de certains métiers, notamment les femmes de chambre, etc. Donc j'ai envie de dire, ça a quand même le mérite, effectivement, de le faire bouger. Réagir, parce qu'effectivement, c'est eux qui sont les responsables de ce dumping social, c'est eux qui négocient les contrats commerciaux, c'est eux qui sous-traitent et c'est eux qui peuvent effectivement internaliser. Donc comme le dit Rachel, bien évidemment on ne les lâchera pas sur ce point-là et on continuera, comme on l'a fait en fait dans beaucoup d'hôtels, effectivement par exemple de Louvre Hôtel, on a réussi quand même à obtenir la fin de la sous-traitance dans 15 hôtels donc de Louvre Hôtel. On a obtenu la fin de la sous-traitance aussi il y a 2 ans à l'Holiday Inn de Clichy, après une première étape comme ici, où on a d'abord obtenu l'égalité de traitement et l'hôtel avait décidé ensuite d'internaliser parce que c'était plus intéressant économiquement. Ils se retrouvaient à payer la marge du sous-traitant, ce qui n'était plus intéressant pour eux. Voilà, et effectivement pour annoncer la bonne nouvelle, on a aujourd'hui pu signer un accord de fin de conflit parce que hier, les plus de voir. On a mené une grève à l'hôtel Ibis Clichy Mairie Centre, donc à Clichy, à ne pas confondre avec le Batignolles. On est quand même sur un petit établissement où effectivement il y avait de la sous-traitance. Donc c'est un petit établissement où il y avait 2 salariés et la société de la sous-traitance malheureusement, comme elles le font assez régulièrement, en tout cas les toutes petites entreprises de nettoyage, elles se mettent en liquidation, il n'y a plus d'argent et derrière elles licencient des salariés, économiquement ou pas, et voilà. Et donc là on a démarré un conflit hier parce qu'effectivement le sous-traitant menaçait de partir, de résilier le contrat commercial et de partir. Et donc on a mené une grève, on a démarré la grève hier avec les 2 salariés. On a demandé l'internalisation en disant à l'hôtel, clairement, voilà, vous avez des salariés qui travaillent chez vous depuis des années, voilà, vous n'avez pas la possibilité, enfin, vous avez la possibilité d'avoir des gens qui connaissent déjà l'établissement, etc. Il faut les reprendre, sinon nous on va partir en grève illimitée. Enfin là on est déjà parti quoi. Et puis en fait c'est vrai qu'on a quand même avec mon collègue pour le coup Claude Lévy, on a beaucoup travaillé sur les dossiers des salariés parce qu'en fait il y a quand même le volet juridique qui est très important, voilà, sur notamment les questions de marchandage, de prix illicite de main d'œuvre, etc. Et on a monté les dossiers et la direction était pour le coup un peu intelligente et a entamé vraiment les négociations dès le début de la négociation en nous proposant clairement d'internaliser les salariés. Et donc voilà, je suis très contente. Vous pouvez voir ce qu'on a obtenu sur le site de la CGT-HPE. Donc les 2 salariés ont été internalisés. La première femme de chambre était en contrat de 145 heures, a été recrutée par l'hôtel avec une reprise d'ancienneté à 151h67, donc à temps complet. Et le valet de chambre, lui, il avait un contrat de 70 heures, recruté avec un contrat de 108h33. Indemnité nourriture pour les 2, des tenues de travail, des badges, une pointeuse et les mêmes l'accord collectif donc va s'appliquer y compris à ces salariés qui jusque-là étaient en sous-traitance. Donc oui, c'est une première victoire après la grande victoire des femmes de chambre. Ils ont eu ça depuis 22 ans. 7,30 € aussi de prime nourriture pour eux aussi. Tout à fait, une nourriture pour eux. Donc voilà, tout à fait. Parce qu'ils savent qu'on allait venir en renfort quand même. Tout à fait. Non, après 22 mois de lutte pour la CGT-HPE, la pauvre, elle s'est dit, attends, il faut que je renonce. Oui, parce qu'ils vont voir les têtes de Sylvie et Rachel. Surtout que c'était en plus une franchise et non une filiale. Donc effectivement, elle a choisi de dialoguer tout de suite. Franchement, c'est vraiment un bon choix. Je vous le dis complètement. Parce que voilà, on est quand même déterminé quand on dit qu'on part en grève. C'est pas une menace. On est calme. On est sage. On est des gens bien.
Voilà, voilà. Ça a pu effectivement éviter un conflit lent. Donc ça prouve aussi que nous, enfin honnêtement, voilà, moi je suis pas une ayatollah de la grève, quoi, en fait. Je veux dire, mais c'est ça qui est intéressant. C'est les salariés aussi, qui décident, en fait. C'est que parfois, y compris de tenir une grève de 22 mois, bah, ça permet derrière à ce qu'il y ait des gens qui sur une grève de 24 heures. Tout à fait, c'est exactement ça. Les mêmes de négocier rapidement, effectivement. Et c'est ça. Nous, en fait, j'ai envie de dire, on est dans notre rôle de syndicaliste. En fait, on fait notre travail. Je veux dire, ça veut dire quoi vous leur donnez les moyens de tenir une grève, parce qu'on a entendu ça. Vous leur donnez, c'est à cause de vous qu'elles tiennent la grève, parce que vous les soutenez financièrement. Ben là, excusez-moi, la caisse de grève, elle a toujours existé historiquement dans le mouvement ouvrier. Et oui, en fait, j'assume que j'ai pas lâché ces femmes pendant 22 mois. Et qu'il était de mon devoir de ne pas les lâcher, et de mon rôle de ne pas les lâcher. Et j'invite effectivement tous les camarades qui soutiennent des mobilisations à soutenir les grèves, peu importe leur durée, parce que ça peut accoucher, effectivement, ça peut donner lieu à de belles victoires. Et franchement... À des beaux bébés. Sacré beau bébé, 22 mois. Sylvie, tu veux dire une dernière chose? Mais moi, on va finir, je vais terminer l'émission, vas-y, dis-moi. Mais oui, moi, je félicite vraiment le courage de mes collègues, parce qu'on a tenu, et on disait qu'on va gagner. Parce qu'après une année, il y a des gens qui nous posaient des questions. Est-ce que vous y croyez encore? Nous, on disait oui, on y croit. Waouh! Est-ce que vous y croyez? Après le confinement, on nous demande, vous y croyez encore avec tout ça là? Parce qu'il n'y avait plus de touristes. Nous, on dit oui, on y croit. Les gens nous regardaient, on dirait, ils se disaient, mais elles sont normales, ces choses-là ou quoi? À 19h, 20h, on se trouvait à la Défense Tour Eiffel, à la Défense Pullman, pour faire une occupation à 20h. Et les gens étaient là, ils nous disaient, mais ils font quoi là? Donc les gens étaient surpris pour les actions qu'on faisait. Voilà, donc les courages, parce qu'on était courageuses. Et voilà, mais sinon, les femmes, quand elles veulent sortir, vraiment, il faut qu'elles le fassent. Parce que c'est à eux de dénoncer ce qu'ils vivent. Et non aux syndicats de chercher dans quel hôtel, avec les torches, qui souffrent, qui ne souffrent pas. Tant qu'elles ne dénoncent pas, la souffrance va rester. Voilà, nous, on a souffert, ça fait longtemps. C'est pas aujourd'hui, si on essaie de sortir du silence, ça n'a pas commencé 1 mois, 2 mois, une année. Ça a commencé les 5 ans. Moi, quand je suis rentrée, ça fait 8 ans que je suis dans le site et j'ai trouvé les problèmes là des 8 ans là. Donc, ça a commencé il y a longtemps et jusqu'à ce qu'on est sorti, on a décidé de galérer, que de galérer les 8 ans que j'ai fait, mais j'ai galéré pendant 22 mois et voilà la solution. Mais entre-temps, derrière, moi, j'ai 8 ans que j'ai laissé derrière, que j'ai galéré. Donc, les femmes doivent sortir. Les hommes doivent sortir. Ceux qui en souffrent doivent sortir, doivent dénoncer. Voilà, comme vient de dire ma collègue, vient de dénoncer. Comme ça, vraiment, au moins, ça sera une loi. Voilà, ils doivent faire sortir une loi. Parce que c'est pas normal ce qu'on vit dans cette société. Et c'est pas seulement à Ibis, les Batignolles, mais c'est de partout. Voilà, c'est de partout. Si tout le monde vraiment pouvait résister, pouvait avoir la détermination que nous, on a eue, vraiment, ça sera génial dans cette société. Eh ben, on souhaite évidemment que ça. En tout cas, bravo. Et merci encore d'être venu. Et merci bravo à vous. encore. Merci à vous pour le soutien. Et puis on se retrouve bientôt. Merci beaucoup pour le NPA qui nous a surtout invité à Perpignan. Voilà, l'anticapitaliste. Voilà, on a bien profité. Je l'ai dit beaucoup merci aussi. Et on va y retourner, hein. Oui, maintenant vous retournez chaque année, hein, à l'université d'été. Je vais terminer, donc je vais faire mes petites annonces et puis après on va pouvoir continuer à rigoler ensemble, sans la caméra. D'accord. Pour vous rappeler du coup les dates à venir. Alors il y en a beaucoup en juin, donc on va commencer déjà par la semaine à venir. On vous rappelle que du coup il y a le meeting international donc pour la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid qui a lieu ce vendredi, donc 4 juin à 18h. Ça va être relayé en ligne et notamment sur le Facebook de l'anticapitaliste. On redonnera les dates. Également, donc ce samedi 5 juin, il y a plusieurs mobilisations. Il y a Tout aux frontières, donc qui est une organisation féministe européenne justement qui fait son action. Donc samedi 5 juin 2021 à 11h à Nice. À Paris, on aura la manifestation antifasciste pour les 8 ans de la mort de Clément Méric. Donc le rendez-vous, il est en tout cas pour Paris à 14h ce samedi également.
Et lundi donc de la semaine suivante, rassemblement pour la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, lundi 7 juin à 18h, place de la République et partout en région, devant les préfectures. Juste un petit mot de pub à nouveau donc sur l'Anticapitaliste Hebdo cette semaine, qui sans surprise va être sous le signe de la lutte contre l'extrême droite et ses idées, avec notamment donc la une qui revient sur la montée du RN dans les sondages, donc dans les élections régionales à venir, mais par ailleurs avec derrière la présidentielle, et également sur le reste des campagnes qui sont menées par LREM, LR, à droite de la droite, ou même directement à l'extrême droite. L'éditorial, lui, il est consacré à la question du droit au logement pour toutes et tous, et notamment les luttes qui se mènent aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette période de levée de la trêve hivernale. Et à noter également donc un dossier entier consacré à l'extrême droite qui est intitulé évidemment 8 ans après l'assassinat de Clément Méric, antifasciste tant qu'il le faudra. Évidemment, beaucoup d'autres choses sur l'antiracisme, sur les questions sociales. L'ADER, elle vous est consacrée, donc justement à la victoire de nos camarades de l'Ibis-Batignolles, et également les doubles pages internationales, avec cette semaine, donc les États-Unis, la Syrie, le Tchad, mais encore plein d'autres choses, je ne peux pas tout dire. Vous pouvez également vous fournir notre revue mensuelle qui est toujours disponible, qui a un dossier qui traite de l'actualité de la théorie de la révolution permanente de Trotsky. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et à tous pour ceux et celles qui ont continué à regarder, qui ont réussi à se reconnecter entre-temps. Désolé pour tous les problèmes techniques, désolé pour le retard. Et encore une fois, merci beaucoup à vous trois, c'était super. Merci à toi. Merci à vous.